Est-ce que vous pensez que la colonisation a impacté la gouvernance, la démocratie en Afrique de l'Ouest? Mais absolument, absolument. D'abord, la colonisation s'est matérialisée par l'érection de l'État colonial. Et ce que les gens perdent de vue très souvent, c'est que le colonisateur n'a pas créé le même État dans la colonie que dans la métropole. C'est différent? Absolument. L'État colonial dans la colonie avait pour vocation de dominer, d'exploiter, d'exproprier les populations africaines et leurs richesses afin de servir les populations de la métropole. Donc, c'était pas un État-service, c'était un État dominateur, expoliateur, expropriateur. Et donc, c'est pour cela que cet État a investi plusieurs choses. Le travail forcé, beaucoup d'autres mécanismes par lesquels, n'est-ce pas, les populations africaines ont été asservies. Il a mis en place des mécanismes précis. Vous savez, quand la première école française était inaugurée en Afrique francophone, c'était ici au Sénégal, à Saint-Louis. Dans le discours inaugural, Faidherbe disait l'Afrique produit des hommes. Et par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. Des hommes différents donc de Français soumis. L'Afrique produit des hommes. Oui. Et par le biais de l'école, nous allons en faire des Français soumis et fiers de l'être. Pour matérialiser cela. Donc l'école avait ses objectifs précis alors. L'école participait à une mission, j'allais dire, d'acculturation, une mission de socialisation qui avait pour but de fabriquer des Africains au service de l'État colonial, c'est-à-dire de l'administration coloniale. Donc des Africains qui allaient aider le colonisateur à mieux dominer les peuples africains et à mieux exploiter l'Afrique. C'était ça la vocation de l'école. Et il y avait une volonté carrément d'acculturation qui consistait essentiellement à nous amener à changer de référentiel, à désorienter la jeunesse du référentiel africain, du savoir africain, de la spiritualité africaine, des connaissances africaines, pour n'avoir de repères et de références que ce qui vient de la métropole. Résultat des courses, aujourd'hui la jeunesse meurt par milliers dans la mer, à la quête d'un Eldorado imaginaire vers l'Europe, vers l'Occident. Les intellectuels ont essentiellement pour référence les propos des savants occidentaux. Très peu de fois dans nos documents, dans nos discours, vous voyez la convocation des connaissances ou des savants africains précoloniaux. Et quand on regarde aujourd'hui, que ce soit dans le vestimentaire, dans l'administratif, dans le politique, tout ce que nous faisons est inspiré du modèle colonial. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une construction. Quand vous regardez, par exemple, au moment où on faisait cette école-là, dans les cours d'histoire, on enseignait à nos grands-parents que leurs ancêtres sont des Gaulois. On les faisait jurer fidélité éternelle à la France. On nous fait écrire par de l'encre bleue sur une feuille blanche en faisant des titres en rouge. C'est une reproduction systématique du drapeau français. Ouais. Tout ceci n'est pas un hasard, c'est une construction scientifique bien pensée. Et vous pensez que la liste de ces problématiques que vous avez dressées tout à l'heure impacte notre gouvernance actuelle, notre démocratie actuelle? Vous savez, quand vous voulez prendre un peuple, ce n'est pas ses ressources, ce n'est pas la terre qu'il faut prendre. C'est son esprit qu'il faut prendre. Le travail qui a été fait est un travail qui avait pour vocation de conditionner l'esprit des Africains, d'encadrer les mécanismes de réflexion des Africains. Nous pensons non seulement dans leur langue, mais également à travers leurs repères, leurs références. Regardez nos constitutions, comment elles sont inspirées. Regardez l'organisation de nos États, comment c'est fait. Comment pouvez-vous comprendre que l'Union africaine, et l'OUA déjà avant l'Union africaine, ait décidé d'établir le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation quand on sait que ces frontières sont nées à partir de la conférence de Berlin, à laquelle conférence aucun Africain n'était présent, où des gens se sont réunis quelque part dans le monde pour se partager le continent africain à leur guise, selon leurs besoins. Donc la forme de nos États, le statut de nos États,
la circonférence de nos États, même la composition des communautés qui sont dans ces États-là, oui, ont été choisis par des non-africains pour des objectifs non-africains. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais nous, au moment où nous accédons à l'indépendance, de repenser tout ça, de remettre tout cela en cause et de redéfinir des structures étatiques conformes à nos réalités anthropologiques et politiques, à notre empirisme politique, nous avons consolidé. Vous voyez, par exemple, dans nos constitutions, les gens vont vous dire la forme républicaine n'est pas susceptible de révision constitutionnelle. La République a ses vertus, mais est-elle africaine? Est-ce que notre histoire politique est républicaine? C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi donc aller jusqu'à retirer au peuple la possibilité de choisir la forme de gouvernance qu'il ici? Je suis favorable au système démocratique qui consiste à faire que le peuple choisisse ses dirigeants et que cela puisse se faire de façon alternative. Mais la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas son roi? La Belgique n'a-t-elle pas son roi? L'Espagne n'a-t-elle pas son roi? Oui. Le Maroc n'a-t-il pas son roi? Oui. Est-ce que ça empêche à ces pays aujourd'hui d'être des nations modernes, qui se développent, qui sont dans la démocratie? Pourquoi devons-nous renier tout ce qui nous a fait, tout ce qui nous définit, tout ce qui nous détermine, pour finalement nous retrouver dans un schéma où notre avenir ne peut être que le passé de l'autre? Vous avez quand même un rêve, la nation africaine, de l'unité africaine, un sujet aussi vieux que le monde. Vous y croyez toujours? Absolument. Possible? Absolument. Nous y croyons, nous sommes convaincus que c'est possible et nous sommes convaincus que ce n'est plus loin. Vous savez, quand on parle de nation africaine, ce n'est pas simplement parce qu'on a envie de lancer un slogan accrocheur, non. Les travaux scientifiques établis par Cheikh Anta Diop ont prouvé la familiarité culturelle, linguistique entre les peuples d'Afrique. Aujourd'hui, à travers les travaux scientifiques en onomastique, qu'elles soient anthroponymiques ou toponymiques, il est prouvé et établi que les langues d'Afrique, aussi diverses qu'elles soient, sont d'une même source et d'une même famille, originellement. Quand vous regardez culturellement les instruments de musique dans les différentes régions africaines, mais vous allez trouver qu'approximativement c'est la même chose. Quand vous regardez l'architecture, vous allez trouver des similitudes extrêmement importantes. Quand vous regardez sur le plan culinaire, vous allez trouver des similitudes extrêmement importantes. Mais quand vous regardez les modes de production économique, l'interaction entre les modes de production économique et les valeurs qui régissent l'interaction entre les modes de production économique de l'Est à l'Ouest, du centre au sud de l'Afrique, vous allez trouver des similitudes extrêmement importantes. Mais au-delà de ça, partout où vous trouverez un Africain noir plus particulièrement, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie ou en Afrique, il a profondément ancré en lui cet attachement à l'identité africaine, cette définition de soi en tant qu'Africain, cette acceptation d'avoir un destin commun avec l'ensemble des frères d'Afrique. Donc la volonté commune d'un destin commun, le passé historique matérialisé par l'érection d'institutions communes, de mécanismes communs, de valeurs partagées, sont des faits. Et ceci sont les ingrédients qui permettent de créer une nation. Voilà pourquoi nous croyons en la nation africaine. C'est cette Afrique que nous voulons faire émerger pour que le monde en profite et que l'Afrique en profite.